Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro d'Isère Mag, le nouveau numéro de l'été. C'est dire s'il va être beau, même si aujourd'hui le ciel est un petit peu nuageux. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller nous abriter dans le tout nouveau bâtiment des archives départementales de l'Isère, ici à Saint-Martin-d'Air. Je file et en attendant, je vous laisse jeter un coup d'œil au sommaire. Le miel et les abeilles. Grâce à ses massifs et ses vastes espaces naturels, l'Isère est le premier département apicole de France. Et le label ISIR compte par exemple 8 apiculteurs agréés, mais les abeilles sont en danger. Après 5 ans de travaux, le musée Champollion a ouvert ses portes à vif. L'occasion de découvrir les liens forts qui unissaient les deux frères, Jean-François et Jacques-Joseph, mais aussi quelques pièces prêtées par le musée du Louvre. Et puis on monte en selle et en danseuse avec la nouvelle exposition du musée dauphinois, Un amour de vélo, l'histoire du département à travers la petite reine et vice-versa. Je me trouve à présent dans le hall d'entrée de ce magnifique bâtiment en compagnie de Mathilde Leroc-Mangère. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes directrice adjointe des archives départementales de l'Isère. Merci de nous accueillir ici, puis merci de nous servir de guide parce que c'est très grand, on va se perdre tout seul. Alors avant de s'installer ici, les archives départementales se trouvaient rue Auguste Prudhomme à Grenoble. Le déménagement en lui-même, c'était déjà une véritable aventure. Oui, c'est une grande aventure qui remonte maintenant à 2015 à la décision de construction d'un tout nouveau bâtiment d'archives départementales. Donc depuis 2015, toute l'équipe des archives s'est mobilisée pour préparer le transfert des fonds dans le nouveau bâtiment. Donc il s'agit de dépoussiérer, reconditionner et classer tout ce qui devait encore l'être. Et le déménagement lui-même a commencé en janvier 2021 aux côtés des déménageurs professionnels. Alors l'équipe est restée aux côtés de ces déménageurs puisque des archivistes sont présents sur le site de Grenoble et sur le site de Saint-Martin-d'Air pour les accompagner, pour l'indiquer où on doit installer les fonds. Au-delà du transfert matériel des documents, il y a également toutes des opérations de relocalisation qui doivent être réalisées. C'est-à-dire qu'une fois que le document est matériellement mis en magasin, on doit indiquer dans notre base professionnelle sa nouvelle adresse pour qu'ensuite on puisse les communiquer à notre public. En raison de l'histoire de l'Isère, ces archives sont très importantes. Combien de documents sont stockés ici ? Alors aux archives, on a une particularité, c'est qu'on ne compte pas en documents. En fait, notre unité de mesure, c'est le mètre linéaire. C'est-à-dire que si vous mettez côte à côte des boîtes et des registres, vous allez compter 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. Et donc aux archives départementales de l'Isère, on compte ainsi 39 kilomètres linéaires de documents, que ce soit donc des boîtes, des registres, des plans, etc. Donc ces 39 km linéaires sont composés de 1000 fonds d'archives, c'est-à-dire 1000 ensembles qui proviennent d'un même producteur. Vous allez avoir un fonds pour la préfecture, un fonds pour un tribunal, etc. Et au sein de ces fonds, on compte des articles, des unités documentaires, donc typiquement ça peut être un registre, ce qu'on appelle une cote, et là on en compte quand même 550 000. Quel type de documents on trouve aux archives ? Alors on trouve principalement des documents écrits, puisque les archives constituent le patrimoine écrit de l'Isère. Donc ça va être ce que j'évoquais à l'instant, des dossiers, des registres, mais on trouve aussi des parchemins pour les archives les plus anciennes et des documents iconographiques. Ça peut être des plans, des cartes postales, ça peut également être des plaques de verre photographiques, ça peut être également des films. Donc on a toute une variété de supports. Et les plus récents, les dernières arrivées, ce sont les archives électroniques. Et ces documents, ils sont archivés dans des magasins ? Tout à fait. Donc, ce que vous voyez derrière nous, du 2e au 6e étage, ce sont des magasins d'archives. On conserve tous ces fonds qui vont du Xe siècle à nos jours. Donc, plus de 1000 ans d'histoire. Eh ben, on va aller faire un tour. On y va. Alors Mathilde Leroc-Mangère, on se trouve donc dans un magasin avec des centaines de milliers de documents. Comment on conserve ces documents ? Alors, le premier moyen de conserver un document, on en a un peu parlé lors de la présentation du déménagement, c'est déjà de le mettre en boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, tous les documents sont dans des pochettes, dans des boîtes qui leur assurent une première protection en fait, contre la lumière, contre la poussière, potentiellement contre les insectes, les dégâts des eaux ou même les incendies. Ça, c'est vraiment la protection de base. Ensuite, bien sûr, on les met dans des magasins de conservation. Donc, ce sont des lieux de stockage qui sont faits exprès pour conserver des documents patrimoniaux. Donc, la température et l'hygrométrie sont maîtrisées via un système complexe.
On brasse l'air, par exemple, on peut le voir avec des ventilateurs qui sont au plafond, qui veillent à assurer que les conditions soient homogènes dans l'ensemble du magasin. Et puis, c'est aussi des rayonnages de conservation qui sont faits exprès pour accueillir les documents. Donc, selon les types de documents, s'ils sont standards des archives contemporaines, on va les mettre sur des rayonnages mobiles qui permettent de conserver beaucoup plus de documents sur une même surface. Quand ce sont des documents anciens comme ici, on préfère les rayonnages fixes qui permettent de les conserver dans les meilleures conditions sans les abîmer. Ce sont des documents anciens. Quand vous dites anciens, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, les archives départementales ont été créées à la Révolution pour collecter d'abord les archives des institutions d'Ancien Régime. Et donc, dans ce magasin, on conserve les archives du Parlement de l'ancienne province de Dauphiné. Donc, c'est une spécificité des archives de l'Isère, c'est qu'on conserve des documents qui n'intéressent pas que le territoire de l'Isère, mais au-delà, puisque nous conservons les archives du Parlement de l'ancienne province de Dauphiné qui concernent aujourd'hui les départements de la Drôme, de l'Isère et des Hautes-Alpes. Si je veux voir un document, est-ce que je peux le sortir ici tout de suite? Alors, en tant que lectrice, vous ne pourrez pas venir dans le magasin, mais par contre, vous pourrez le consulter dans la salle de lecture. Alors, on va aller regarder ça. Oui, c'est parti. Lara Vinour, bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste aux archives départementales de l'Isère. Alors, vous nous avez descendu du 5e étage quelques-unes de ces archives. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, comme Mathilde Roquemorgère vous a dit, là-haut, c'était des archives qui venaient du Parlement de Dauphiné. Je vous ai sorti quelques procédures qui émanaient du Parlement. Et donc, ce sont des documents qui vont de 1500 à la Révolution française. Dedans, il y a tout type de procédures comme on en a aujourd'hui, des problèmes de voisinage, des histoires de succession, de vente, etc., liquidation d'entreprise. Et donc, toutes ces petites aventures du quotidien nous ont donné des documents. Alors, allons-y sur le premier. Alors, pour le premier, je vous l'ai sorti parce qu'il a encore son enveloppe originale, si on peut dire, c'est-à-dire ce que l'on appelle un sac à procès. C'est un sac en toile de jute avec dessus le nom des parties et le nom des procureurs qui se sont occupés de l'affaire. Et ce sac nous a donné quelques expressions. Je suppose que tout le monde ici connaît. Vider son sac. L'affaire est dans le sac, donc l'affaire judiciaire, et l'affaire pendante. C'est comme ça qu'elles étaient accrochées pour être conservées. Alors, le suivant. Le suivant, c'est une histoire, c'est la dispute entre une patiente et son chirurgien. La patiente trouve qu'elle a été mal opérée et elle demande une compensation. Et dans le cadre de cette procédure, on a le droit à un schéma de la plaie faite par le chirurgien pour opérer sa patiente au niveau de la hanche. Voilà, un grand plan en couleur fait en 1708. Il n'y avait pas de photographie à l'époque, évidemment. Non, ni photographie, ni radio, rien du tout. Alors, le troisième. Le troisième, un problème de succession qui a duré plus d'un siècle et qui nous a donné une énorme quantité de production documentaire. Là, je n'ai sorti qu'un extrait, et dans cet extrait, nous avons un arbre généalogique de la famille de Sade. La famille de Sade, du célèbre marquis. C'est un arrière-grand-oncle qui est décédé à la fin du XVIe siècle, et au début du XVIIIe siècle, on est toujours en train de se disputer. C'est une affaire qui aurait dû être jugée à Aix, mais un membre de la famille était président du Parlement d'Aix, donc il fallait la juger plus loin, et on a décidé donc de choisir Grenoble. Beaucoup d'affaires proviennent de l'ancienne Provence. Alors, le suivant. Le suivant, c'est une histoire de nomination de procureur. On n'est pas content, et donc sur la procédure. Et cela nous a donné un document qui vient de la famille des Grimaldi, le prince de Monaco qui à l'époque était duc de Valentinois. Et il y a un sceau équestre qui est attaché à ce document. Nous avons aujourd'hui très peu de sceaux parce que la cire est un élément plutôt fragile, et de nombreux ont été détruits, ou alors la cire a été réutilisée. Est-ce que n'importe qui peut consulter ces documents ? Oui, tout le monde peut consulter ces documents. L'accès aux archives départementales est gratuit. Il suffit de présenter sa pièce d'identité. Toute personne est accueillie en salle des inventaires où un archiviste guide le lecteur potentiel et qui vient ensuite en salle de lecture. Par contre, il est vrai, pour ce type de document, il faut avoir des compétences en paléographie et connaître un peu les institutions d'Ancien Régime. Donc, ce sont plus souvent des chercheurs professionnels
que le lecteur lambda qui va vouloir le consulter. Merci beaucoup. Alors Mathilde Roquemanger, on vient de parler des chercheurs, mais évidemment il y a beaucoup de gens qui travaillent ici tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Donc, les archives départementales sont une compétence obligatoire du département depuis les lois de décentralisation de 1983. Et donc aujourd'hui, le service relève de la direction de la culture et du patrimoine du département de l'Isère. Et ce sont environ une trentaine de femmes et d'hommes, donc agents du patrimoine, gestionnaires administratifs, archivistes ou conservateurs du patrimoine, qui travaillent au quotidien à remplir les 4 grandes missions des archives. Alors, c'est une véritable ruche, on peut dire, les archives départementales. Mais sachez qu'une belle ruche au printemps, ce sont 40 000 ouvrières, 5 000 mâles et une reine. L'Isère est le premier département apicole de France. C'est dire si ça fait du monde. Donc, la reine, elle pond soit des mâles, soit des ouvrières. Et celle-ci, qui est au bout de mon doigt, qui est toute grisonnante, là, elle vient de naître. Elle a les ailes encore collées. Avec le soleil et les beaux jours, les abeilles sortent de nouveau leurs antennes de la ruche. Une vraie satisfaction pour Benjamin, heureux de voir ses ouvrières enfin s'épanouir après un début de saison très difficile qui lui a fait perdre plusieurs colonies. On a une année assez difficile en apiculture en 2021, puisque les changements climatiques, les aléas pluie, soleil, froid, ont fait qu'on a une très mauvaise année en Isère. L'apiculteur a trouvé son cocon il y a 3 ans à Montbonneau, dans une ferme communale qu'il partage avec 2 maraîchers et à qui il a présenté ses nombreuses abeilles. On pourrait imaginer 2000 abeilles sur chaque cadre, 10-15 000 abeilles dans cette colonie-là. Seulement dans cette colonie, car au total il a 250 ruches qui sont aujourd'hui toutes en bio. On évite des traitements dangereux pour elles et pour nous. On les met dans des zones de butinage adéquates, où il y a le plus de nature possible, plus de diversité florale aussi possible. Car pour être en bio, Benjamin doit proposer à ses ouvrières une zone de butinage qui comprend au moins 50% d'espace naturel dans les 3 km où elles sortent récoltées. Et tout cela, il l'a notamment appris au syndicat apicole dauphinois, où il est maintenant vice-président. Avec une quarantaine de bénévoles, le syndicat forme chaque année près de 200 apiculteurs et se place comme centrale d'achat pour leur vendre ce dont ils ont besoin. Il y a plusieurs rayonnages et vous trouvez plusieurs produits qui sont nécessaires, soit à la constitution d'une ruche, soit à la fabrication du miel et à la vente du miel. Au syndicat, on alerte aussi sur les dangers qui pèsent sur les butineuses. Les récoltes ont chuté de 60% ces 20 dernières années. Et surtout, la mortalité est en hausse. Un tiers du cheptel ne passe pas l'hiver. Et c'est souvent multifactoriel entre les variations climatiques et surtout les parasites. Les abeilles actuellement ont 2 gros prédateurs qui sont les frelons asiatiques et puis les varrois. Donc il y a des traitements qui sont conventionnels, qui sont de la chimie, voilà. Et puis il y a d'autres techniques, on appelle les biotechniques. Ça passe par des moyens mécaniques, par l'encagement des reines et tout. Avec ses 2700 apiculteurs, l'Isère est le département qui en compte le plus au niveau national. Mais les 40 000 colonies iséroises ne sont toujours pas débarrassées du varroa destructor, en bio comme en conventionnel. Les bienfaits du miel pour la santé sont reconnus depuis la nuit des temps ou presque. Ramsès se soignait par exemple avec du miel. Et si on parle d'Égypte antique, comment ne pas associer le déchiffreur des hiéroglyphes Jean-François Champollion? Avant de s'attaquer à la pierre de Rosette, sans doute l'égyptologue le plus célèbre au monde, a passé pas mal de temps dans la demeure familiale de son frère, Jacques-Joseph, qui avait épousé Zoé Beria, la fille du maire de Grenoble. Cette maison, elle se trouve à Vif. Le domaine est désormais le 11e musée départemental. Visite guidée avec Laurine Guignard. Musique, comédiens et tours de magie, c'est dans une ambiance festive que le musée Champollion ouvre enfin ses portes au grand public après 4 ans de travaux. À l'intérieur, les visiteurs pourront découvrir la vie de Jean-François et Jacques-Joseph Champollion, ces 2 frères inséparables qui ont étudié l'égyptologie. C'est ce qu'on a souhaité, vraiment pouvoir présenter la vie et l'œuvre des frères Champollion dans une maison qui leur était chère, dans laquelle il reste aujourd'hui des décors qu'ils ont connus, un salon, une salle à manger, la petite chambre de Jean-François Champollion au dernier étage. Et donc les visiteurs peuvent commencer la visite et finir la visite
par ces espaces dans lesquels ont séjourné les frères Champollion. C'est une maison familiale qui a été conservée par les descendants du frère aîné et qui avait préservé dans ses intérieurs des objets d'art, des notes de travail, une bibliothèque des frères Champollion. Donc en présentant ces objets, on permet aux visiteurs une approche intime des deux frères. Rien n'aurait été possible sans cette bâtisse qui regorge de multiples trésors. En 2001, la descendante directe des frères Champollion accepte de céder la maison familiale au département. 10 ans après, c'est avec émotion qu'elle redécouvre cet endroit. Je suis vraiment surprise par tout le travail et la beauté de ce qui a été réalisé. L'esthétique, tout le crépi, il y a plein de bonnes idées dans cette rénovation. Et vraiment, je suis très contente. Ce domaine où ont séjourné les frères Champollion au XIXe siècle réserve aussi une petite surprise. Au dernier étage, les plus férus d'égyptologie pourront s'émerveiller devant une collection bien particulière. On est vraiment très heureux de pouvoir présenter des objets prêtés par le musée du Louvre, un dépôt très important de plus de 80 objets qui nous permettent d'illustrer à la fois l'expédition d'Égypte de Bonaparte et puis une partie de la carrière de Jean-François Champollion qui est moins connue du grand public, c'est son rôle de conservateur, puisqu'il est en fait à l'origine du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Les œuvres ont été choisies au musée du Louvre en fonction de leur répartition évidemment dans la notice descriptive et de leur intérêt historique, voire de leurs étiquettes. C'est-à-dire que quand il y avait une vieille étiquette Champollion, je me précipitais dessus pour essayer de voir si je pouvais effectivement la proposer en dépôt au musée de Champollion de Vif. Ensuite, j'ai choisi quand même de manière privilégiée des objets qui étaient en réserve et qui n'étaient pas présentés au public à Paris parce que c'était quand même tellement dommage de les laisser en réserve. Le musée Champollion n'est pas seulement une maison familiale, il s'accompagne aussi d'un vaste parc de 2,5 hectares, un jardin que les deux frères affectionnaient particulièrement et qui d'ici quelques années devrait retrouver son paysage d'antan. Est-ce qu'aux archives départementales de l'Isère, vous conservez des documents ayant trait à la famille Champollion ? Tout à fait, nous conservons la correspondance échangée entre les deux frères Champollion et vous pouvez admirer un volume de cette correspondance au musée Champollion à Vif. Alors la famille, comme vous le découvrirez dans cette exposition, c'était très important pour les frères Champollion, pour le département également, qui ont en charge la protection sociale et familiale pour aider les personnes en mal-être, en proie à des difficultés grandissantes depuis l'épidémie de Covid-19. Le département a mis en place un dispositif d'écoute et de soutien anonyme et gratuit, Allo Famille Isère. Au bout du fil, 60 travailleurs sociaux du département dont l'objectif est le même, libérer la parole sans tabou ni jugement. C'est un numéro vert, gratuit et anonyme, qui a pour vocation de permettre à des personnes en difficulté, que ce soit des familles, que ce soit des personnes isolées, des jeunes, des personnes âgées, des étudiants, d'avoir une écoute attentive et effectuée par des professionnels du département. Ce sont des professionnels du secteur médico-social, donc on a des puéricultrices, des psychologues, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs spécialisés. Ce qu'on peut identifier aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 130 familles qui ont été accompagnées sur des dispositifs pour régler un certain nombre de difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. C'est souvent en fait des personnes qui sont épuisées et qui ont besoin de poser ce sentiment d'épuisement et d'inquiétude quelque part. Et du coup, rien que le fait de mettre des mots dessus, ça soulage beaucoup. J'ai eu un appel d'une maman qui, du coup, était en difficulté avec son adolescente. Ce qui était important pour elle, c'était de pouvoir un peu poser les choses avec une personne qu'elle ne connaissait pas forcément, mais avec laquelle elle avait plus de liberté d'expression peut-être qu'avec ses proches. On a beaucoup de familles, des gens isolés, notamment des personnes âgées, pour des questions un peu matérielles, notamment par exemple par rapport à la vaccination, mais des gens isolés qui n'ont pas de personnes pour les accompagner à la vaccination, qui ne savent pas où ça se trouve, qui ne savent pas s'inscrire sur Internet, qui n'ont pas de ressources autour d'elles. Donc on écoute beaucoup ça et puis on accompagne pour essayer de trouver avec elles des solutions. Plus de 160 familles inconnues des services sociaux ont déjà pu être accompagnées par ce dispositif qui devrait être pérennisé. Clara Vinour, est-ce que vous avez prévu de conserver des documents de cette période très particulière que nous vivons, surtout le premier confinement ?
En effet, les archives départementales ont mené une collecte dans le cadre de la Covid. Et donc, nous avons opéré à ce que l'on appelle l'opération mémoire de confinement. Et nous avons reçu des témoignages de particuliers par voie postale ou courriel et également de scolaires. Nous avons reçu pas mal de documents émanant de classes qui décrivaient leurs activités au quotidien, des témoignages, des dessins, des vidéos, etc. Merci beaucoup. Alors, on continue notre visite des archives départementales de l'Isère. On se trouve où actuellement ? Alors là, nous nous trouvons dans la salle de conférence. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment au rez-de-chaussée est séparé en deux par donc une rue intérieure qui relie le campus de Saint-Martin-d'Air à la ville de Saint-Martin-d'Air elle-même. Donc ça, c'était vraiment un geste symbolique fort pour montrer que les archives ne sont pas réservées justement qu'aux chercheurs universitaires, mais bien ouvertes à tous. Et donc dans l'aile Est, vous trouvez ces espaces ouverts au public, donc cette salle de conférence où nous nous trouvons et les salles de consultation où nous étions auparavant. Il y a également un espace pédagogique, puisque nous accueillons des classes grâce à des professeurs mis à disposition par l'Éducation nationale. Et vous avez également des espaces réservés bien sûr aux professionnels. Tout à fait. Donc l'aile ouest du rez-de-chaussée, ce sont des espaces qui sont uniquement accessibles aux archivistes et à l'équipe des archives. Donc c'est là qu'on va accueillir les nouveaux versements, puisque j'expliquais que les archives avaient été créées à la Révolution pour collecter les archives des institutions d'Ancien Régime. Et bien depuis ce temps, on n'a pas cessé de collecter de nouveaux documents. Et donc là, on a hâte de reprendre la collecte, puisque depuis plusieurs années, comme nous étions saturés, nous avions dû ralentir fortement le rythme. Donc une fois qu'on reçoit ces nouveaux documents, nous avons 3 salles spécifiquement dédiées au classement des documents. Donc c'est un peu ce qu'évoquait ma collègue Clara en vous présentant les archives du Parlement. Et ensuite, tous ces documents montent dans les magasins. Nous avons également un atelier de restauration pour la conservation préventive et un atelier de reproduction et de numérisation dans ces espaces. Est-ce que vous avez un espace d'exposition ? Oui, nous avons une salle d'exposition, donc c'est un tout nouvel espace pour nous puisque nous n'en avions pas auparavant sur le site de Grenoble. Et donc cette salle d'exposition, elle donne sur la rue intérieure. Et nous accueillons actuellement l'exposition du photographe Bernard Scientia qui a couvert le chantier des archives départementales. Alors puisque l'on parle d'exposition, je vous emmène à présent au musée dauphinois sur les hauteurs de Grenoble pour une exposition consacrée au développement du vélo en Isère, du BMX au VAE en passant par le VTT ou la draisienne. Tous les 2 roues qui ont jalonné nos vies sont représentés au musée dauphinois qui présente en ce moment donc une exposition intitulée « Un amour de vélo ». C'est un reportage de la grande amoureuse des vélos, Charlotte Faulkner. En plus de 150 ans d'existence, les pratiques et les usages de la bicyclette n'ont cessé de participer à l'évolution de notre société. Sur 700 mètres carrés d'exposition, Un amour de vélo ne s'intéresse pas à l'histoire du vélocipède, mais plutôt à sa place dans notre histoire. C'est une histoire qui est partagée de façon universelle, à la fois sur le territoire national et de façon bien plus large. Mais l'Isère a aussi participé de façon très active et de façon très tôt à l'aventure vélocipédique. Donc par petites touches, on voit que le vélo, eh bien, c'est une histoire de fabrique, c'est une histoire du sport. Donc il y a énormément d'approches permises par cette machine, énormément d'usages différents. Au sein de l'exposition, des pièces remarquables comme le tout premier maillot jaune remis à Grenoble il y a 102 ans ou encore des vélos d'exception créés il y a plusieurs dizaines d'années par des couturiers, comme on disait à l'époque, qui confectionnent des vélos sur mesure. Et à Grenoble, difficile de parler de la bicyclette sans mentionner les vélos Liberia. Ici, on présente un Liberia un petit peu particulier des années 70 qui appartient aux collections du musée dauphinois. C'est un VAE, comme on dit, un vélo à assistance électrique, un des premiers parce que cette marque était férue d'innovation et a fait ses tests déjà d'électrification, d'assistance électrique pour le pédalage avec un système un peu particulier, encore un peu mystérieux, mais on sait qu'il y a des batteries dans le cadre et montre bien cette dimension industrielle de la fabrication du cycle en Isère. Cette exposition est le fruit de 2 ans de travail, un travail réalisé en collaboration avec des clubs sportifs, des constructeurs de vélos, des associations iséroises ou encore en partenariat avec le Musée national du sport de Nice et le Musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. Beaucoup d'acteurs du territoire isérois ont été mobilisés pour ce projet. C'est une façon de travailler du musée qui est récurrente. Le fait d'associer la population de l'Isère à nos projets, population des Alpes, de façon à l'impliquer, à les intéresser, à faire en sorte aussi que ces expositions soient véritablement appropriées sur un thème on ne peut plus fédérateur, qui est celui du vélo,
avec une approche qui est très universelle autour de cet objet. Comme pour tous les musées départementaux, l'exposition est gratuite et que vous soyez un cycliste dominical, un pratiquant quotidien ou encore un féru de bicyclette, un amour de vélo est à voir au musée dauphinois jusqu'au 4 juillet 2022. Alors le bâtiment dans lequel nous nous trouvons est un bâtiment remarquable à bien des égards. On peut peut-être citer les noms des architectes qui ont fait un travail remarquable. Tout à fait. Il s'agit des 2 agences d'architectes, donc Créon à Grenoble et Détroit à Lyon, qui donc ont fait un travail magnifique avec ce bâtiment. Travail qui n'était pas évident puisqu'il fallait allier 2 contraintes. Une contrainte de sécurité, de coffre-fort, puisque les archives ne sont pas librement accessibles à tous, on ne se rend pas en magasin, et en même temps une ouverture au public très large. Et ils ont réussi en fait en créant donc cette rue intérieure qui est accessible à tous, qui est très ouverte et très aérée grâce au puits de lumière et à l'atrium, et en même temps en mettant les magasins d'archives dans 4 blocs compacts qui eux sont plutôt dans les étages. Donc moi je trouve que c'est une réussite. Une vraie réussite. À tout point de vue, puis ce bois, ce béton, ça lie très bien ensemble. Ça se lie très bien ensemble, sans oublier le sol en pierre qui est... Voilà, c'est un environnement vraiment qui nous change complètement et on a énormément de plaisir à emménager dans ce nouveau bâtiment. Merci beaucoup, merci pour cette visite. Ici, il y a une place bien définie pour chaque chose et un rôle pour chacun. C'est un petit peu comme une partition de musique. L'un des grands rendez-vous musicaux de l'été, c'est bien sûr le Festival Berlioz à la Côte-Saint-André. Il se tiendra à fin août, toujours sous la direction du passionnant et passionné Bruno Messina. Il fait partie de ces rares festivals à avoir fait le choix de maintenir son édition 2021. Le Festival Berlioz sera donc de retour à la Côte-Saint-André du 17 au 30 août prochain, avec une édition intitulée Le Retour à la vie. Pour le directeur artistique du festival, il n'était pas question de manquer une 2e édition. L'année dernière, évidemment, on avait annulé le festival avec un gros chagrin, évidemment, mais en négociant avec les artistes, en payant des indemnités, en s'assurant que tout le monde serait là dès la reprise. Et du coup, le festival a été un peu modifié. C'est une autre programmation, c'est le Retour à la vie, donc un bien nommé Retour à la vie, qui est une œuvre de Berlioz, c'est la suite de la Symphonie fantastique. Et donc voilà, ça nous a permis d'y croire. Et puis il y a la volonté des artistes de revenir sur scène, des techniciens, de travailler. On en a tous envie. On voulait absolument, ni pour nous, ni pour les artistes, ni pour le territoire et le public qui nous soutient et qui nous suit, rater une 2e édition. Pour cette édition 2021, il y en aura pour tous les goûts. Le festival commencera le 17 août avec une fête de l'eau à Roibon et un grand bal dauphinois. Le festival se clôturera ensuite le 30 août avec une grande fête de la Terre. Pendant 14 jours, des concerts sont prévus tous les soirs à 21h avec une programmation variée et riche qui comprend de nombreux artistes internationaux. La venue de Jordi Savall, immense musicien, Jordi Savall qui avait fait la musique de tous les matins du monde avec Gérard Depardieu, Guillaume Depardieu, qui était devenu une grande star de la musique classique et qui vient avec son orchestre, le Concert des Nations, pour un concert magnifique où il y aura la 9e de Beethoven, par exemple. Il y a John Eliot Gardiner, le grand chef anglais, avec une soirée autour des Nuits d'été, le songe d'une nuit d'été de Shakespeare et Mendelssohn. Il y a Valéry Gergiev, l'immense, le tsar de la musique classique, avec son orchestre du Mariinsky de Saint-Pétersbourg, pour la damnation de Faust et le Requiem, qui sera un moment aussi de partage et de pensée pour ceux qui ne sont plus. Depuis la dernière édition en 2019, le festival s'est doté d'une plus grande scène ainsi que d'une conque plus vaste pour améliorer l'acoustique des concerts. La billetterie est déjà ouverte en ligne sur le site festivalberlioz.com. Mon masque, ma carte d'électeur, ma pièce d'identité et mon stylo. Je suis parée pour voter aux élections départementales les 20 et 27 juin. Il s'agit de renouveler dans 29 cantons nos 58 conseillers départementaux qui siégeront jusqu'en mars 2028 ici à l'hôtel du département, rue Fontaine-Latour à Grenoble. Les compétences du département, on les côtoie tous les jours en matière d'éducation, de santé, de sécurité civile, de culture, de route et bien d'autres que vous trouverez par exemple dans cette Isère Mag. Alors il est important d'aller voter. Voilà, c'était le message citoyen du jour. Merci d'avoir regardé cette émission. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses sur notre département. Alors je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bel été en Isère bien sûr.